Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire Les métiers du soin, organisé par le CARIFOREF des Pays de la Loire. Je vous rappelle que ce webinaire est enregistré, donc pour le confort acoustique de tout le monde, je vous demanderai de couper vos micros. Vous avez la possibilité de communiquer via le chat. N'hésitez pas si vous avez des questions, nos intervenants sont là pour y répondre. Donc, nous allons commencer par l'intervention de Célia Yvon, chargée d'études au pôle AD2I du CARIFOREF des Pays de la Loire, qui va nous présenter notamment une étude à laquelle elle a participé. Joëlle Bernier interviendra, directrice de l'IFAS, sur la présentation du métier d'aide-soignant. Et puis Pascal Asensio interviendra sur le métier d'infirmier. On fera un focus plus précisément sur ces deux métiers. Célia, je te laisse prendre la parole pour poursuivre. Merci Claire. Je vais partager mon écran. Vous me dites quand c'est bon pour vous. Voilà. Est-ce que tout le monde voit l'écran? Oui. Ok. C'est bon. Donc, je vais commencer par vous présenter des données un petit peu générales. Là, des données qui viennent de la cartographie sur les métiers de la fonction publique hospitalière en Pays de la Loire, qui a été réalisée par l'ANFH Pays de la Loire. Donc, une étude réalisée en 2020, très complète, donc ce qui nous permet d'avoir des données fraîches, voilà, et de cibler un petit peu plus le secteur de la santé via la fonction publique hospitalière. Donc, ça représente quand même 65 000 personnels sur la région, avec 158 établissements, ce qui est quand même très important. Quand on regarde un petit peu au niveau du poids, on est à 5% de l'emploi salarié en région. Il y avait un peu plus de 40% d'entre vous qui l'avaient identifié dans le quiz qu'on vous avait fait passer. Certains l'avaient identifié plutôt autour de 15%, mais sachez que 5%, c'est déjà beaucoup voilà, sur l'ensemble de l'emploi salarié. Et surtout, la fonction publique hospitalière regroupe 37% des salariés du secteur santé action sociale. Donc, un secteur vraiment non négligeable. La fonction publique hospitalière, ça représente beaucoup d'emplois. Quand on regarde ensuite un petit peu les métiers qu'on retrouve dans la fonction publique hospitalière, on a évidemment les métiers du soin qui sont majoritaires. Sur le graphique que vous pouvez voir, là, forcément, c'est le cœur de métier qui nous intéresse aujourd'hui. Je rentre un petit peu plus en détail après sur ce qui nous concerne, voilà, sur les personnels soignants de la fonction publique hospitalière. On est à un peu plus de 37 000 agents en Pays de la Loire. Là, on a des profils assez variés, mais il y a quand même des choses intéressantes à noter, effectivement, c'est qu'on a un petit peu plus de femmes parmi les personnels soignants que parmi l'ensemble des agents de la fonction publique hospitalière. Voilà, des métiers qui sont quand même féminisés, parce que je ne vous apprends rien, c'est quelque chose qu'on sait déjà. On a un âge médian aussi qui est un petit peu plus jeune que ce qu'on retrouve sur l'ensemble des agents de la fonction publique hospitalière. On a 41 ans chez les femmes et près de 44 chez les hommes. Donc voilà, là, on a un âge médian ici de 39 ans. Voilà, on est un petit peu plus jeune. On a davantage de titulaires également parmi les personnels soignants que parmi l'ensemble des agents de la fonction publique hospitalière. Donc ça, c'est aussi un élément intéressant. On a un peu plus de catégorie A aussi, effectivement. Donc là, on a plus de cadres sur les personnels soignants. Évidemment, si on compare à l'ensemble de la fonction publique hospitalière, tout métier confondu. Et puis, on a un petit peu plus souvent de temps partiel. Voilà, on est sur des métiers qui sont effectivement souvent touchés par le temps partiel. Sur les métiers qu'on retrouve le plus dans les personnels soignants de la fonction publique hospitalière, là, vous les aviez bien identifiés dans le quiz, effectivement. Les aides-soignants en tête et les infirmiers en soins généraux aussi, voilà, qui représentent en fait la majorité de ce personnel soignant. Donc sur les métiers qui nous intéressent aujourd'hui, les aides-soignants et les infirmiers, on a une vraie problématique de métiers en tension. Alors quand on parle de métiers en tension, je vois que dans le quiz, vous aviez bien identifié les difficultés de recrutement, c'est un indicateur de métiers en tension, mais il y a aussi le fait que ce sont des postes non pourvus, parce qu'effectivement sur les aides-soignants comme sur les infirmiers, on cumule ces deux indicateurs. À la fois, on a des difficultés de recrutement qui sont exprimées, directement par les employeurs, les recruteurs, et en même temps, on a une part de postes non pourvus qui est variable, mais qui est quand même présente. Donc, par exemple, chez les aides-soignants, comme vous le voyez, on a un taux de postes vacants
qui est à 1,7, mais finalement, ça représente quand même 270 postes, donc c'est quand même pas négligeable. Voilà, donc on se retrouve avec des problématiques effectivement d'attractivité, puisqu'on a des difficultés de recrutement, mais aussi des postes non pourvus. Donc voilà, ce sont des éléments importants à retenir aussi quand on parle de ces métiers. Voilà, avec des vraies problématiques de métiers en tension et d'attractivité, qui ne sont pas forcément liées à l'attractivité du métier, mais qui peuvent être liées aussi à l'attractivité de la zone géographique dans laquelle se situe l'établissement, voilà, des choses comme ça. Donc, je vous invite à consulter la cartographie des métiers réalisée par la NFH en 2020. On vous transmettra le lien, effectivement. C'est très intéressant d'avoir ces éléments. Ça, c'était pour une petite entrée en matière. Je voulais vous parler plus précisément de l'insertion professionnelle après une formation sanitaire et sociale. En fait, c'est une enquête que le CARIFOREF des Pays de la Loire mène tous les ans ou tous les 2 ans avec le conseil régional auprès des sortants de formation sanitaire et sociale. On les interroge environ 6 à 8 mois après la fin de leur formation. Et donc, ça nous permet d'avoir des éléments sur la qualité de leur insertion professionnelle. Donc là, je vous présente les résultats de l'enquête qui est sortie en 2020. Donc sur les infirmiers, on a 464 répondants, on a un taux de réponse de 39%, ce qui est plutôt bien, surtout qu'on les a interrogés pendant le confinement l'année dernière, donc c'était plutôt un bon taux de réponse. Et sur les aides-soignants, 443 répondants, donc un taux de réponse de 30%. On est sur des formations qui répondent très bien à l'enquête. Pour commencer sur les formations d'infirmiers, donc 6 à 8 mois après la formation, on a 92% qui sont en emploi, ce qui est un très très bon taux d'insertion, qui est plutôt stable. On l'a comparé avec les précédentes années. On est toujours autour de 90-92%, c'est très bien. On a par contre un tiers de CDI, on a quand même une grande majorité de CDD et de vacataires, mais il faut savoir que ce sont des contrats qui sont souvent renouvelés, reconduits, ce que déclarent d'ailleurs les répondants. Et puis quand on les interroge, la plupart occupent encore leur premier emploi parce qu'effectivement, on les interroge 6 à 8 mois après la fin de la formation, donc ils n'ont pas encore changé. Ils sont toujours dans le premier poste qu'ils ont décroché après avoir obtenu leur diplôme. On a par contre des contrats qui sont plutôt courts, effectivement, mais comme je vous l'ai dit, qui sont renouvelés. Donc voilà, on a cette période d'insertion avec des contrats un peu courts qui se renouvellent. C'est souvent comme ça que se déroule l'insertion professionnelle. Du côté des conditions d'emploi donc de ces formés en diplôme d'état d'infirmier, on a du temps partiel, effectivement. On a 11% qui travaillent à temps partiel. C'est souvent un temps partiel qui est supérieur à un mi-temps, mais c'est quand même un temps partiel qui est subi, qui n'est pas choisi, et la plupart déclarent qu'ils souhaiteraient travailler à temps plein. On a évidemment du travail de nuit. Là, je pense que c'est un élément dont vous avez conscience. Voilà, 42% qui travaillent de nuit. Et puis, on a énormément de travail en horaire décalé, irrégulier, coupé. Là aussi, c'est un peu inhérent au métier. Voilà, on a 3/4 qui déclarent travailler avec des horaires un petit peu atypiques. Là, idem, c'est vraiment inhérent à la fonction, le travail de nuit, les horaires décalés. Ensuite, on a quelques éléments sur la rémunération à prendre quand même avec précaution, puisque c'est du déclaratif. On demande aux gens de se positionner sur des tranches de salaire. Donc là, je rappelle qu'on est quand même sur des gens qui ont été diplômés l'année dernière, donc en tout début de carrière. Donc 3/4 des formés qui occupent un emploi perçoivent un salaire net mensuel qui est compris entre 1 400 et 1 800 euros, en déclaratif évidemment. Voilà, donc à relativiser, mais c'est quand même une information. Concernant les employeurs, on a la grande majorité de nos jeunes diplômés infirmiers qui travaillent en établissement hospitalier. Là, évidemment, c'est le plus gros des effectifs qu'on ait. On a un petit peu de diplômés en établissement pour personnes âgées et en établissement de soins en prévention, mais l'établissement hospitalier reste quand même le plus attractif pour ces jeunes diplômés, en fait. Donc, sans surprise, on les retrouve dans des grands établissements, des établissements de 100 salariés et plus, effectivement, à mettre en lien avec le fait qu'ils travaillent la plupart du temps en établissement hospitalier. Une information intéressante aussi, c'est de noter qu'on a près de la moitié des formés qui sont en emploi, qui travaillent dans un établissement dans lequel ils avaient été stagiaires, soit tout de suite avant, soit un petit peu en amont dans la formation. Mais voilà, des formés qui finalement sont déjà connus
de l'employeur quand ils arrivent. Et donc, on identifie bien le stage comme un tremplin finalement vers l'emploi. Là, c'est clair. Et ça, c'est une chose que vous aviez bien identifiée dans le quiz, donc j'imagine qu'il ne vous surprend pas. Vous avez des questions sur cette partie sur les infirmiers? Donc, je vais passer à la formation d'aide-soignant. Donc, après une formation d'aide-soignant, on a 93% des formés qui occupent un emploi au moment où on les interroge, donc 6 à 8 mois après la fin de leur formation. Idem, c'est un très, très bon taux, un taux qui augmente légèrement depuis quelques années, mais sans forte augmentation, ça reste plutôt stable, à quelques points près. On retrouve à peu près les mêmes tendances que pour les diplômés d'infirmiers. Voilà, donc on a un petit peu plus de CDI. Là, on est à 40%, on était à un tiers. Mais on se retrouve aussi avec une part quand même assez importante de petits contrats. Voilà, des CDD qui ont une durée de moins de 6 mois, mais qui souvent sont renouvelés. Donc voilà, on est un peu sur le même rythme d'insertion. Idem, pour 64%, ils sont encore dans leur premier emploi au moment où on les interroge. Effectivement, ils ont ce petit contrat qui est renouvelé, qui fait qu'ils restent un petit peu dans leur premier emploi et ne changent pas forcément tout de suite, sachant qu'ils ont été diplômés il y a environ 6 mois. Donc voilà, une insertion qui se fait petit à petit sur plutôt des petits contrats. Sur les conditions d'emploi, idem, on retrouve le travail à temps partiel, 16%, donc un petit peu plus que pour les infirmiers. Là, évidemment, c'est à peu près les mêmes dimensions. On est sur un temps partiel qui est supérieur à un mi-temps et aussi un temps partiel subi, un petit peu moins que pour les infirmiers, mais tout de même, c'est quand même, voilà, on a 6 formés qui travaillent à temps partiel, 6 formés sur 10, pardon, qui déclarent qu'ils souhaiteraient travailler à temps plein. Donc, c'est aussi un élément intéressant. On a un peu moins de travail de nuit là, sur les personnes interrogées cette année. On n'est qu'à 18% de travail de nuit, ce qui est beaucoup moins que les infirmiers. Par contre, on a un travail en horaire décalé qui est aussi important. Effectivement, là, c'est inhérent aussi à leur métier. Sur les salaires, on a 7 formés sur 10 qui perçoivent un salaire qui est entre 1 200 et 1 600 euros, toujours sur du déclaratif, donc à prendre avec précaution, où les gens se positionnent sur des tranches. Voilà pour les conditions d'emploi. Et puis quand on regarde du côté des employeurs, là, on a un petit peu moins d'établissements hospitaliers, donc 41%, 38% dans des établissements pour personnes âgées et puis 9% dans les établissements pour adultes handicapés. Vous aviez identifié dans le quiz un petit peu plus d'aides-soignants dans les établissements pour personnes âgées, mais effectivement, sur ces jeunes diplômés, on est à 38% dans les établissements pour personnes âgées, ce qui fait qu'on les retrouve un petit peu moins dans les établissements de 100 salariés ou plus que les infirmiers qui travaillaient majoritairement en établissement hospitalier, et un petit peu dans des établissements de taille plus moyenne, on va dire entre 20 et 100 salariés. Voilà, où on a la moitié de nos jeunes aides-soignants qui travaillent dans ces établissements. Voilà, donc on est bien là sur des jeunes diplômés qui sortent de formation. On est donc sur leur première année d'exercice. Et donc voilà pour leurs conditions d'emploi et leurs employeurs. Je vous invite à regarder la totalité de l'étude qu'on a réalisée, puisque là, j'ai fait un focus sur les infirmiers et les aides-soignants, mais on a aussi d'autres formations qu'on a enquêtées. Et puis, vous aurez un petit peu plus de détails, voilà, notamment sur l'évolution sur les dernières années, des choses comme ça. C'est toujours intéressant à regarder. Et c'est bien sûr à relativiser sur le fait qu'on est sur leur première année d'exercice et que, évidemment, ce sont des métiers sur lesquels on évolue. Donc, voilà pour ce qui était de l'enquête. Célia, il y a une question dans le chat de Marie-Laure qui nous dit qu'il semble que l'hôpital est souvent le premier employeur d'une commune. Est-ce que ton étude permet de répondre à cette question ou est-ce que tu as la réponse? Effectivement, excusez-moi si je reviens sur les employeurs, l'établissement hospitalier arrive toujours en tête. Il y a une forte attractivité qui est exprimée en fait directement par les jeunes diplômés. Enfin, je dis jeunes diplômés parce qu'on a des gens qui sortent de formation initiale, mais on a aussi des gens qui sortent de formation continue. Donc, voilà, effectivement, ouais, l'établissement hospitalier est très attractif, surtout sur les infirmiers, parce que finalement, sur les autres formations, c'est pas forcément ce qu'on regarde le plus. Si on vient, voilà, soignant, quand même 41%, c'est important, mais l'hôpital
comment dire, une certaine attractivité sur ces jeunes diplômés. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à cette partie? Merci Célia. Merci. Du coup, je vais vous partager une petite vidéo introductive. On va passer plutôt sur les métiers d'aide-soignant, de la formation d'aide-soignant. Alors, je vais juste vérifier que j'ai bien partagé le son. Je suis Monsieur Guérin-Emerick, j'ai 19 ans, j'ai fait un bac ST2S. J'ai été bénévole secouriste à la protection civile de Vendée. Donc, je m'appelle Julie Richard, je suis élève aide-soignante depuis la rentrée du 2 septembre de cette année. J'ai fait un bac pro service aux personnes et au territoire au lycée Charles Péguy à Gorges. J'ai été employée en tant qu'agent de service hospitalier. Comment voyez-vous le métier d'aide-soignant? Pour moi, il y a plusieurs facettes. C'est un métier hyper enrichissant. Après, à côté, voilà, il y a des choses moins, comment dire, il y a des avantages et des inconvénients dans ce métier-là. Là, on sait que c'est un sujet d'actualité quand même en ce moment, le métier d'aide-soignante, enfin de soignant en général. Il y a beaucoup de tensions. Le métier d'aide-soignant, je le vois vraiment quelqu'un qui est proche de la personne pour la suivre au mieux, l'accompagner au mieux dans sa vie. C'est un métier qui est fait avec une équipe. C'est vraiment une base d'une équipe. On est aidé par des infirmiers, par des médecins, par nos collègues aides-soignants. C'est vraiment un travail en équipe. C'est un rythme de vie à prendre, faut s'y habituer. Mais après, j'aime être auprès de la personne et soit une personne en EHPAD ou à l'hôpital, elle a besoin de nous, que ce soit le lundi comme le dimanche après-midi. Que pensez-vous de votre début de formation? C'est cool. C'est vrai, franchement, c'est une belle formation, c'est intéressant. Après, c'est intense, faut réussir à suivre, mais non, sinon, la formation, on est bien suivi, on est bien accompagné par nos formateurs. C'est vraiment une belle formation et même après, le métier est un beau métier. Être au service de la personne, c'est vraiment un beau métier et faudrait qu'il y en ait plus qui s'y investissent. Que diriez-vous à de futurs candidats à la formation d'aide-soignant? Il y a beaucoup d'a priori qui sont faits sur le métier. C'est, ouais, tu vas laver les personnes, tu vas faire que ça, tu pourras pas évoluer, t'es vraiment à faire, je dirais pas les tâches que personne veut faire, mais c'est un peu ce qu'on me dit, quoi. Et après, non, c'est le métier d'aide-soignant, c'est pas que ce métier, c'est pas que faire la toilette de la personne, ouais, accompagner la personne, accompagner la famille, l'aider dans ses prises de décision, c'est faire plein de choses. C'est un très beau métier et que pour toutes les personnes qui essayent tous les ans de passer les concours, il faut pas lâcher et ça viendra bien à un moment donné. J'en suis la preuve vivante. Voilà. Alors, je m'appelle Vincent Poupé, j'ai 34 ans, je suis actuellement en formation d'aide-soignant, aujourd'hui ça se termine. J'étais avant ambulancier, j'ai fait ça pendant 2 ans et demi. Donc Charlotte, j'ai 30 ans, je suis en reconversion professionnelle, j'étais avant esthéticienne pendant une dizaine d'années. Je m'appelle Aurélie Bonin, j'ai 23 ans et je suis à la formation depuis septembre 2018. J'ai pratiqué pendant 3 ans en EHPAD. Où en êtes-vous de votre projet professionnel? La formation a conforté en tout cas mon projet et mes envies. Et je commence en médecine. Je pense que c'est un métier, on a de la chance de pouvoir évoluer tout le temps. J'ai demandé à pouvoir tourner dans les services pour encore avoir plein de connaissances parce que c'est très complet. Je suis très contente de la fin de ma formation. Ça m'a vraiment confirmé que c'est ce que je voulais faire. Et ça m'a vraiment aussi montré que je voulais évoluer plus tard sur le métier d'infirmière. J'aimerais travailler dans un service de réanimation, mais du coup, j'irai un petit peu là où je pourrais aller parce que j'ai envie de voir un peu tout ce que je peux voir. Moi, mon objectif professionnel, c'est soit de travailler dans un service d'urgence, de réanimation, des choses comme ça. Quelles ont été vos motivations pour intégrer cette formation?
Alors mes motivations, c'est que déjà je voulais travailler auprès des personnes et puis j'aime aussi tout ce qui, enfin la variété qu'il peut y avoir dans ce métier, quoi. C'est très riche, ça nous permet de voir vraiment beaucoup de choses. Moi j'étais ambulancier auparavant et déjà dans ce métier-là, j'avais une attractivité pour le relationnel, pour m'occuper des gens, aider les personnes. Du coup, je me suis engagé dans la formation. Maintenant, ça n'a pas bougé. Je suis toujours aussi déterminé. C'est vraiment ce qui me correspond en fait à ce métier, quoi. Je suis complètement satisfaite. Enfin, je voulais vraiment me sentir utile pour les gens. Je trouve que c'est valorisant. Personnellement et professionnellement, je trouve ça très valorisant. Surtout dans les gestes de la vie quotidienne. Donc, c'était ma principale motivation. Et du coup, rester vraiment dans le relationnel. Votre représentation du métier a-t-elle évolué au cours de la formation ? En fait, j'étais en onco-hémato en premier stage et là, je me suis rendu compte vraiment de la bienveillance des soignants et vraiment c'est ce qu'il me fallait, quoi. Alors pour moi, ça a évolué parce que je me faisais une image du métier d'aide-soignante vraiment dans l'accompagnement. Après, je m'imaginais pas qu'il y avait besoin d'avoir autant de connaissances. Voilà, beaucoup de responsabilités, ça c'est le côté positif que j'ai trouvé pendant la formation. Et je trouve que du coup, on travaille avec nos mains, on travaille avec notre côté relationnel, mais on travaille aussi avec notre tête, quoi. Oui, moi j'avais sous-estimé la formation et en fait, non, c'est très complet. Ouais, très complet. Très enrichissant. Je me rends compte que l'aide-soignante a quand même beaucoup plus de responsabilités que ce que je pensais, que c'est vraiment un métier qui est quand même complexe avec beaucoup de connaissances. Et puis j'ai découvert vraiment un travail de binôme avec une infirmière. Enfin, j'ai vraiment découvert plein de choses. Est-ce que vous avez quelques commentaires, remarques par rapport à cette petite vidéo ? Non. Donc on va passer à la suite. Je vous laisse la parole, Joëlle Bernier. Oui, bonjour tout le monde. Donc je vais commencer par me présenter. Je suis Joëlle Bernier, directrice de l'Institut de formation d'aide-soignants de Fontenay-le-Comte, donc dans le sud Vendée. Je vais vous parler donc un peu du métier d'aide-soignant et aussi de la formation qui permet d'accéder à ce métier. Donc pour commencer, je vais présenter rapidement l'IFAS de Fontenay-le-Comte, qui est, grâce à un petit IFAS, on a une capacité d'accueil de 38 élèves maximum sur certains modules. Il fait partie d'un centre hospitalier, donc c'est un IFAS public. On y accueille des candidats de tout type, en cursus complet, c'est-à-dire qu'ils font la totalité de la formation, en cursus partiel, ou même des candidats qui ont commencé une validation de compétences par la VAE et qui continuent par la formation. C'est un ancien IFAS, il date des années 70, je crois, donc il a un vrai ancrage dans le territoire du Sud Vendée. En plus, on propose des actions de formation continue. Donc, on a un vrai partenariat avec toutes les structures sanitaires et médico-sociales du Sud Vendée. Et il fait partie des 28 IFAS de la région des Pays de la Loire, qui sont de tailles différentes. Il y a des IFAS de 25 élèves, comme il y en a de 90. Donc, c'est très variable. Alors, pour rentrer plus spécifiquement dans le métier d'aide-soignant, vous avez eu des témoignages des élèves en formation qui ont déjà expliqué quelques activités spécifiques de l'aide-soignant. Donc, ce qui est ressorti beaucoup dans ces témoignages et que je réitère ici, c'est effectivement l'aide-soignant a une part importante dans les soins de la vie quotidienne, dans l'accompagnement au quotidien du patient pour l'aider à restaurer son autonomie, à la maintenir parfois tout simplement. Mais il ne faut pas oublier tout le versant aussi des soins aigus. L'aide-soignant participe à des soins aigus, donc plutôt dans les structures effectivement sanitaires, dans les hôpitaux, les cliniques, dans les services dits de court séjour. Il travaille en équipe, il travaille plus spécifiquement en collaboration avec l'infirmier. Vous avez entendu parler de binôme avec l'infirmier dans les témoignages. Et vous avez entendu aussi le mot de responsabilité, parce qu'effectivement, il a une responsabilité partagée avec l'infirmier et avec des responsabilités qui sont réelles. Donc, 3 grandes missions: l'accompagnement dans les gestes de la vie quotidienne, la collaboration au projet de soins personnalisé du patient ou du résident selon le lieu où on travaille, et bien sûr une activité autour de la prévention des risques et raisonnement clinique. Il y a un élève qui a dit, on travaille aussi avec notre tête. Effectivement, l'aide-soignant, il est amené à réfléchir, à prendre des décisions, et il contribue au raisonnement clinique qui est fait dans toute situation de soins.
On continue. Pour le métier, les lieux d'exercice, diapo suivante. Voilà. Pour les lieux d'exercice, ça a été un peu évoqué tout à l'heure. Enfin, ça a été évoqué tout à l'heure dans la première présentation. Deux grandes familles de structures où les aides-soignants peuvent être amenés à travailler. Donc, les structures sanitaires, qu'elles soient publiques ou privées. Donc, les centres hospitaliers ont été cités tout à l'heure. Mais il n'y a pas que. Il y a toutes les structures privées, type clinique, centres de rééducation, les centres psychiatriques également. Les aides-soignants ont de plus en plus de place dans ces structures-là. Et toutes les structures sociales ou médico-sociales, type accueil pour les personnes âgées, EHPAD, USLD, unité de soins de longue durée. Toutes les structures de prise en charge à domicile, donc services de soins infirmiers à domicile. Et le milieu du handicap avec des structures d'accueil très diverses et variées, foyer d'accueil médicalisé, foyer occupationnel, IME, maison d'accueil spécialisée. Donc, vous voyez, c'est très très large, avec effectivement des possibilités de passage d'une structure à l'autre, d'un milieu d'exercice à un autre, ce qui donne effectivement cette variété dans l'exercice professionnel. Pour faire un petit pont avec ce qui a été présenté tout à l'heure, effectivement, centre hospitalier, il y avait un taux d'exercice de 48%, si je me souviens bien du chiffre. Je suis peut-être un petit peu à côté, mais dans ces eaux-là. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'EHPAD qui sont rattachés à des centres hospitaliers. Donc, il faut relativiser ces chiffres. Certaines personnes travaillent dans les structures d'accueil de la personne âgée, mais au sein d'un centre hospitalier. Alors, pour exercer ce métier, il faut d'abord passer par une formation. Donc, cette formation, elle était réglementée depuis de nombreuses années par un arrêté de 2005, donc c'est un vieux programme qui est actuellement en complète réingénierie. On devrait, en septembre 2021, on aura en septembre 2021 un nouveau référentiel de formation. Il devrait sortir prochainement, probablement au cours du mois de mai, on espère, avec tout va être revu en termes d'organisation de la formation, aussi bien au niveau de la durée de la formation qui va être légèrement allongée a priori. On passerait à une formation en alternance avec un équilibre parfait entre la partie théorique et la partie stage, avec 22 semaines pour l'un et l'autre. Moins de stages qu'avant, on avait 6 stages auparavant sur un cursus complet. Et maintenant, on passerait à 4 stages, mais des stages plus longs. Plus de compétences. On était à 8 compétences, on passerait à 11 compétences qui seraient réparties en blocs de compétences et avec 10 modules de formation qui seraient en lien avec les compétences. Donc, une formation légèrement plus longue, parce qu'elle était de 10 mois pour un cursus complet jusqu'à maintenant, elle devrait passer à 11 mois de formation. Donc, ce qui va permettre d'obtenir à l'issue de la formation un diplôme d'état d'aide-soignant qui va passer au niveau 4, alors qu'actuellement, il est au niveau 3. Donc, il y a une revalorisation quand même du métier d'aide-soignant à travers ce nouveau référentiel. On entend beaucoup parler des soignants actuellement et je pense qu'il est important effectivement de revaloriser ce métier qui est essentiel dans une équipe de soins. Alors, les modalités de formation, je vous parle de cursus, parce qu'effectivement, on a différents types de parcours en formation. C'est toujours une formation en alternance, cours et stage. On a des personnes qui viennent en parcours complet, qui vont faire la globalité de la formation. Donc, c'est ouvert à tout candidat, sans limite, sans exigence de diplôme auparavant. Donc, une personne sans diplôme peut se présenter. Par contre, il y a aussi des parcours dits partiels, soit pour des personnes qui ont déjà des diplômes qui les dispensent d'une partie de la formation. Donc, on a les auxiliaires de puériculture, les ambulanciers. Vous avez eu un témoignage, par exemple, d'un ambulancier. Il n'a pas dit s'il a fait un parcours partiel, mais il y a de grandes chances. Les nouveaux diplômes des AES, les baccalauréats professionnels, services aux personnes et au territoire, accompagnement, soins et services à la personne, et d'autres métiers, sûrement avec un nouveau référentiel qui vont donner accès à des parcours partiels. On a un autre type d'élèves en formation, ce sont les personnes qui sont en poursuite de VAE, qui ont validé une partie des unités de formation par la VAE et qui finissent la validation totale du diplôme par la formation. Alors, cette formation elle peut se faire soit sur une voie scolaire classique, donc ils sont exclusivement en formation, soit par l'apprentissage. Ça commence à se développer un petit peu sur les Pays de la Loire. C'est encore aux prémices, on va dire, l'apprentissage.
Voilà pour la formation et les parcours, hein, donc des parcours très individualisés forcément. Pour mener la formation, chaque IFAS rédige et met en œuvre un projet pédagogique. Je vous parle un petit peu du projet pédagogique de l'IFAS de Fontenay. Je pense qu'il n'est pas très éloigné de ceux qui peuvent exister dans les autres IFAS. Donc, c'est une formation qui va être centrée avant tout sur la réflexivité. On est toujours dans la recherche de sens que l'aide-soignant va donner à son action. Pas faire les actes par mimétisme, parce qu'on dit il faut faire comme ça. C'est quel sens je donne à mes actes, pourquoi je fais ça. Donc, un travail sur l'autonomisation de l'élève, puisque vous avez entendu dans les témoignages, hein, la responsabilité, des prises de décision, oui, l'aide-soignant a tout ça une fois qu'il est en poste, donc il faut le préparer à cette autonomie. Un accompagnement, bien sûr, dans l'acquisition des savoirs théoriques et pratiques. On va mettre en place une pédagogie différenciée. Quelque part, c'est nécessaire puisqu'on a des parcours tellement différents. On a aussi des profils tellement différents en formation. On a des personnes aussi bien en reconversion professionnelle, des personnes en poursuite de scolarité, des personnes en promotion professionnelle. Donc, chacun apprend différemment, chacun arrive avec un bagage différent. Donc, on va accompagner individuellement chaque élève en formation grâce au suivi pédagogique, entre autres. Et on accompagne l'élève dans la construction de son identité professionnelle et de son projet professionnel pour l'après-formation. Cette formation, vous l'avez entendu dans les témoignages, elle est, la diapo suivante s'il vous plaît, elle est exigeante. S'il vous plaît, on peut voir la diapo suivante? Ah, ça a l'air d'être bloqué. Ah, on a perdu le diaporama. Bon, je continue, c'est pas grave. Donc, c'est une formation exigeante, vous l'avez entendu dans les témoignages. C'est une formation qui a un contenu dense, donc qui se fait sur 35 heures par semaine. Donc, c'est une formation à temps plein. Donc, ça va demander une organisation personnelle et familiale importante pour pouvoir gérer la formation en elle-même et le quotidien à côté. Les contenus sont denses, comme je vous le disais, avec des évaluations tout au long de l'année. Donc, ça demande un travail rigoureux, régulier, pendant la durée de la formation. Il y a des stages qui vont se faire dans des lieux divers, pas forcément tout près du domicile, donc il faut prévoir les déplacements avec des moyens de locomotion adaptés au fait que ce soit des horaires décalés, parce que les élèves en stage ont aussi les horaires décalés, les mêmes horaires que les soignants plus tard. Je vous ai dit que c'était une formation qui allait passer en niveau 4. Donc, il y a des exigences en termes de capacité pour suivre cette formation, capacité d'apprentissage, capacité de questionnement, capacité d'analyse, de rédaction. Tout ça, c'est attendu chez les élèves qui vont entrer en formation et qui vont suivre la formation. Il y a aussi des coûts en formation. Alors, jusqu'à maintenant, globalement, les frais de formation sont pris en charge. Je vous expliquerai un petit peu plus précisément dans le diaporama sur la diapo suivante les modalités de financement. Il faut prévoir quand même ces financements en amont de la formation pour pas qu'il y ait de difficultés financières au cours de la formation. Ce serait dommage parce que du coup, ça envahit vite et ça peut impacter le suivi du parcours. Pour ce qui est des financements de la formation, les frais de formation, voilà, c'est bon. Les frais de formation peuvent être pris en charge par divers prestataires. On a soit les employeurs quand on est dans une promotion professionnelle. Donc, il y a des employeurs qui forment leurs agents et qui financent ces formations. Ça peut être des OPCO. Une grande majorité des élèves en formation sont financés par le conseil régional. Donc, tous les frais sont financés. Donc, il y a une gratuité pour les élèves. Il y a des conditions d'éligibilité pour y accéder. Il n'y a plus depuis l'année dernière de frais d'inscription aux épreuves de sélection et il n'y en aura plus dans l'avenir non plus. Jusqu'à maintenant, les frais de formation sous gestes et soins d'urgence étaient à la charge des élèves. A priori, peut-être que pour la rentrée de 2021, ce ne sera plus le cas, ce sera aussi financé par soit les employeurs, les OPCO, le conseil régional. Donc, normalement, une gratuité pour la grande majorité des élèves en formation, ce qui donne une sérénité pendant la formation de ne pas avoir ces frais
qui sont quand même conséquents à financer. Alors, pour suivre la formation, il y a une sélection nécessaire pour y accéder. La diapo suivante. Donc, les modalités de sélection sont les suivantes. Donc, il faut s'inscrire déjà sur un IFAS de son choix. Alors, il y a une possibilité de s'inscrire dans un IFAS par département, mais autant de départements souhaités dans la région, par exemple. Donc, les inscriptions ont débuté pour la rentrée de septembre 2021. En tout cas, les inscriptions ont débuté le 12 avril, donc c'est en cours. Elles vont courir jusqu'au 10 juin. Donc, comme je vous disais, il n'y a pas de condition de diplôme, à part si on veut suivre un cursus partiel pour pouvoir s'inscrire. Par contre, il y a une condition d'âge. Il faut avoir au moins 17 ans à la date d'entrée en formation, mais il n'y a pas d'âge maximum. Si bien qu'on se retrouve avec des élèves en formation qui ont parfois plus de 50 ans. Donc, une fois que les inscriptions sont réalisées, sont validées par l'IFAS, il y a des épreuves de sélection. Il y a un nouvel arrêté qui est sorti en avril, là, pour les modalités de sélection, qui prévoit donc une étude de dossier et un entretien devant un jury, un binôme de formateurs et aides-soignants. Pour la sélection de cette année, il n'y aura pas d'entretien en raison de la crise sanitaire, une année de plus. Par contre, il y aura toujours le maintien de l'étude de dossier. Les études de dossier donc, seront faites par un jury. Il y aura des résultats de sélection le 23 juin pour une rentrée début septembre. On n'a pas encore la date officielle de la rentrée. C'est une date qui est en général commune à tous les IFAS de la région Pays de la Loire. Elle n'a pas encore été déterminée. Mais ça va être début septembre. Le dossier, donc c'est une étude de dossier. Donc il y a une constitution de dossier bien spécifique qui est prévue par cet arrêté qui est sorti en avril. Donc, un certain nombre de documents à fournir, donc une fiche d'inscription qui est aussi régionale, c'est la même pour tous les IFAS de la région qu'il faut remplir. Il y a une pièce d'identité à fournir, un CV, une lettre de motivation manuscrite. Donc, il y a un document à écrire de façon manuscrite aussi. C'est un document de 2 pages qui relate soit une situation personnelle ou professionnelle vécue par le candidat, soit aussi son projet professionnel qu'il faut rédiger, mais aussi analyser et mettre en lien avec les attendus de la formation. Donc, il y a après tous les documents type copie des originaux des diplômes pour les personnes qui ont des diplômes, copie des bulletins scolaires pour les personnes qui sont encore en poursuite de scolarité, appréciation de stage pour ceux qui ont l'occasion de faire des stages. Pour les personnes qui sont en emploi, c'est son copie des attestations de travail et des appréciations d'employeurs. Et après, des documents plus spécifiques pour les personnes qui devraient justifier d'un niveau de français. C'est un niveau B2 qui est attendu. Et depuis cette année, une attestation sur l'honneur, comme quoi les documents qui sont remplis l'ont bien été par le candidat qui se présente. Donc voilà, un document qui est quand même relativement facile à constituer et donc qui est à fournir entier, complet, pour que le dossier puisse être étudié. Donc l'étude des dossiers s'appuie sur des critères nationaux, sur la diapo suivante. Bon, c'est un petit peu petit. Donc, les critères sont les suivants. Donc, un intérêt pour le domaine de l'accompagnement à la personne, des qualités humaines, des qualités relationnelles. Ça fait lien aussi avec, vous voyez bien ce qui a été dit dans le témoignage, c'est d'abord un métier de l'humain. Des aptitudes à l'expression écrite et orale, des aptitudes, des connaissances de base de mathématiques, calcul de base, et des capacités organisationnelles. Donc, avec derrière des critères plus spécifiques. Donc, la sélection sur dossier et l'entretien, quand on recommencera à en faire, s'appuie sur ces critères-là. Donc, il y a des attendus quand même minimum avant d'entrer en formation. Donc, c'est ce qui va permettre de faire une sélection des candidats et ensuite de classer les candidats en liste principale, en liste complémentaire, selon leur classement, pour ensuite constituer les promotions dans chaque IFAS. Donc voilà les éléments sur le métier, sur la formation et sur la sélection. Pour conclure, je vous dirais que devenir aide-soignant, c'est exercer un beau métier, comme ont pu le dire les élèves aides-soignants en formation. C'est un métier qui va s'exercer dans une équipe de soins. C'est un métier de l'humain, avec des humains et pour l'humain. C'est un métier en perpétuelle évolution.
Donc, c'est l'assurance de trouver du travail. Vous avez pu voir qu'on sort de formation avec forcément un travail à clé, voire plusieurs propositions d'emploi. Hein, c'est la situation actuelle. Hein. Il y a beaucoup d'offres d'emploi, donc plusieurs propositions pour chaque élève sortant. C'est l'opportunité de s'épanouir dans des milieux professionnels très variés, la possibilité d'évoluer professionnellement tout au long de la carrière, en changeant de lieu d'exercice, en profitant de la formation continue, en évoluant même vers d'autres métiers, le métier d'infirmier par exemple, mais d'autres métiers aussi, le social, des métiers plus spécifiques derrière. Donc voilà, un métier, on va dire, riche. C'est peut-être la conclusion qu'on peut donner à cette présentation. Je vous remercie de votre attention. Donc, s'il y a des questions dans le chat, d'accord. On va essayer de les prendre dans l'ordre. Est-ce que les formés vont travailler dans d'autres régions ou départements? Oui, les formés bougent un peu, mais c'est quand même à la marge. Ils sont souvent ancrés dans un territoire. Il est en formation, par exemple au Fontenay, j'ai beaucoup d'élèves qui sont du sud Vendée, qui vont exercer en grande majorité dans le sud Vendée. Bien sûr, il y en a quelques-uns qui vont sortir de ce secteur-là. On a une question par rapport au nouveau référentiel. Donc, vous avez en partie répondu qu'il n'est pas encore paru. Est-ce que cela va remettre en cause la place de l'AS au niveau de l'accompagnement de la personne? Non, il aura toujours la même place, voire il aura une place même plus importante, puisqu'il y aura peut-être un référentiel d'actes qui va être plus large que celui qui existe actuellement. Donc, il pourra faire des actes qu'il ne fait pas aujourd'hui. Et il aura le référentiel, mais vraiment l'accent sur le raisonnement clinique. Donc, c'est vraiment la collaboration de l'aide-soignant au raisonnement clinique en collaboration avec l'infirmier. Donc, il va, je pense qu'il renforce encore la place de l'aide-soignant dans les soins et dans l'équipe. Très bien. On a une question sur les personnes étrangères n'ayant pas de scolarité en France. Est-ce qu'il est possible d'avoir accès aux formations de soins? Oui, bien sûr. Hein. Après, il va falloir justifier d'un niveau de français, hein, comme je l'ai expliqué dans les pièces du dossier. Mais on a des personnes avec des titres de séjour, effectivement, qui ont fait des formations en dehors du territoire français, voire en dehors de l'Europe, et qui peuvent suivre une formation. Il faudra qu'ils soient en capacité, bien sûr, de comprendre le français et de rédiger en français de façon correcte. Est-ce que vous avez dans les IFAS des aides-soignants qui viennent d'un secteur professionnel très éloigné, comme l'industrie, par exemple? Oui, on a toujours des personnes en reconversion professionnelle. On va former des militaires, des chauffeurs de poids lourds, des personnes qui sont licenciées d'une entreprise quelconque. Donc, on a toujours une proportion de personnes en reconversion professionnelle. Il n'y a pas d'exigence ni de diplôme, ni d'expérience professionnelle avant d'entrer en formation. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Et peut-être une dernière question avant de passer au métier d'infirmier. Confirmez-vous que pour les apprentis, il n'y a pas de sélection? Alors, le référentiel, effectivement, le référentiel, le nouveau texte qui est sorti en avril, stipule bien qu'il n'y a pas de sélection, effectivement. Il y a un dossier spécifique à construire. Il faut avoir un contrat d'apprentissage aussi engagé avec un employeur. Très bien. Merci Joëlle pour toutes ces réponses. C'est avec plaisir. On va vous laisser la parole sur le métier, la formation d'aide d'infirmier. Oui, bonjour à vous tous. Je vais partager également mon écran. Donc, je suis Pascal Asensio, je suis directeur des soins, je suis directeur de l'IFSI, de l'IFAS, du centre hospitalier de Châteaubriand. J'essaie de partager mon écran. Voilà. Est-ce que vous voyez à l'écran ma présentation? Alors, pas encore. Non. Ah. Alors, je vais recommencer. Si je fais ça comme ça. Et là? Non, toujours pas. Ah, c'est ennuyeux. Je peux essayer de partager si vous voulez. Ah ben si vous... en espérant que j'ai pas de souci de coupure cette fois-ci. Oui, oui. Notre essai tout à l'heure avait pourtant bien fonctionné. Voilà. Vous l'avez. C'est bon, vous voyez le... Oui, ça y est, moi je vois, oui.
Bon, alors sur cette diapositive, il y a deux logos qui sont importants. Il y a d'abord le logo de notre établissement, puisque nous sommes un établissement public rattaché au centre hospitalier de Châteaubriand-Nozay-Poincé. Et puis, bien entendu, il y a le logo également du conseil régional de la région des Pays de la Loire, qui vient pour financer les formations sanitaires et sociales, et notamment nos formations sanitaires. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Alors, ce qui est important également de noter, et Joël, ma collègue tout à l'heure l'a rappelé, c'est que s'engager dans une formation en santé, que ce soit une formation aide-soignante, une formation d'infirmière ou d'autres formations, c'est bien des choix à faire en lien avec un projet. Et la construction du projet, il est important pour pouvoir s'engager dans ce métier dans ces métiers et dans nos métiers qui sont des métiers de la relation. Je le redirai également tout à l'heure. Alors, la formation, puisque je vais me centrer bien entendu sur la formation infirmière. Donc, la formation infirmière, elle comporte l'analyse, l'organisation, la réalisation des soins infirmiers, leur évaluation, des missions de prévention, des missions de dépistage, la formation et l'éducation à la santé. Donc, c'est vraiment un métier qui est large, avec des missions qui sont importantes, puisque les infirmiers et les infirmières vont pouvoir à la fois travailler en établissement de santé, mais également en médico-social, en libéral, en éducation à la santé. Il y a vraiment un panel de métiers, d'exercices importants pour pouvoir travailler sur ce métier d'infirmier et d'infirmière. Alors également des sites sur les autres diapositives, si vous avez la possibilité, voilà, encore un petit peu. Voilà, c'est ce que je viens d'expliquer. Encore, voilà. Donc, des sites pour se documenter sur ces métiers. Alors, il y a les sites de l'UNICEF, il y a tout un tas de ressources, le site du conseil régional. Je vous dirai également d'autres ressources également tout à l'heure. Et puis, rentrer en formation infirmière. Alors, comment est-ce qu'on fait pour rentrer en formation infirmière? Alors, des modalités particulières, puisque depuis 2019, donc on engage la 3e année, la sélection passe par Parcoursup. Donc, c'est aussi donner ces informations aux candidats, que ce soit des jeunes bacheliers ou des étudiants, des candidats qui sont inscrits en classe de terminale, ou des gens avec un baccalauréat un petit peu plus ancien. À partir du moment où on a un bac, on rentre par Parcoursup. Donc ça, c'est la troisième année qu'on engage cette sélection. Alors, une chose à bien donner aux candidats que vous avez à conseiller, à orienter. Alors, bien entendu, le site de Parcoursup, il ouvre toujours de manière anticipée dès décembre pour se documenter sur ce métier ou ces métiers. Et puis, il l'ouvre aux candidats, généralement dans le courant du mois de janvier, pour aller commencer à regarder et puis à formuler des vœux. Donc, il y a des modules de recherche, j'ai mis quelques exemples, mais à partir du moment où vous vous connectez sur la plateforme, vous avez effectivement cette possibilité de vous documenter sur les métiers. Donc, moi, je vous ai mis la formation diplômante du secteur sanitaire et social, dont les IFSI et les établissements donc pour le secteur social, la région Pays de la Loire, la Loire-Atlantique, Châteaubriand, et puis effectivement, vous allez pouvoir trouver les informations sur nos sélections et puis ce qu'on fait également de ces candidats ensuite. Il faut savoir que la formation infirmière, c'est une formation sélective, au même titre que d'autres formations, que ce soit les classes de préparatoires aux grandes écoles, les BTS, les DUT, etc., etc. Donc, le candidat, au moment où il va recevoir donc l'information de la plateforme, il va avoir plusieurs possibilités. Soit effectivement, il va dire oui, parce que
la formation, on lui propose une admission et il a un délai effectivement pour répondre. Soit il peut, lui, le candidat, dire oui et il met sa place en attente, c'est-à-dire qu'il est mis à ce moment-là potentiellement sur une liste complémentaire et au fur et à mesure qu'on va avoir donc des informations, donc des gens qui vont pouvoir faire d'autres vœux, eh bien, on va remonter jusqu'à lui. Et puis la formation, elle peut lui dire malheureusement non, c'est-à-dire que le dossier, il est pas retenu. Donc ça, c'est aussi une chose qui est importante. Cette année, les candidats, ils auront leur réponse le 28 mai et ils devront se positionner à partir du moment où la plateforme va dire oui, par exemple, pour entrer dans un IFSI, et le candidat, il disposera de 5 jours pour faire son choix. Il pourra également dire je mets mon choix en attente parce que la proposition que j'ai, c'est peut-être pas forcément l'IFSI que j'ai choisi, ou le regroupement universitaire que j'ai choisi, à ce moment-là, il va pouvoir encore se donner un petit peu de délai. Et puis progressivement, quand on va avancer dans le temps, eh bien, le candidat, il aura moins de temps pour répondre. Au départ, 5 jours, après 48 heures, et puis après 24 heures, et puis courant juillet, il faudra qu'il fasse un choix définitif. Voilà. Donc, d'autres sites pour s'orienter et se former tout au long de la vie. Donc, le site, bien entendu, du Conseil régional des Pays de la Loire, qui va pouvoir également donner ces informations. Alors, si je reprends les modalités, donc deux grandes modalités. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, donc les candidats qui sont bacheliers et les futurs bacheliers, c'est la procédure Parcoursup. Et puis, on a une autre typologie de personnes qui peuvent également rentrer en formation. Ce sont les candidats qui relèvent de la formation professionnelle continue avec soit un bac, soit sans baccalauréat. Et ces gens-là, en fait, ils vont devoir valoriser leur expérience professionnelle pour, malgré tout, à un moment donné, déposer un dossier. Alors, les conditions, c'est qu'il faut qu'ils aient une activité professionnelle qui ouvre droit à cotisation sociale pour une période supérieure ou égale à 3 ans d'activité professionnelle. Et ça, c'est la condition justement pour pouvoir déposer un dossier. Si bien que dans la formation infirmière, vous voyez, vous avez la voie d'accès pour les bacheliers, et puis la voie d'accès pour les personnes en reconversion professionnelle. Et c'est ça qui est intéressant. Donc ces dossiers de reconversion professionnelle, eh bien on les étudie et puis en lien avec la crise sanitaire, ces gens-là, on les verra pas non plus en entretien cette année, mais autrement, on les aurait vus en entretien et puis ils auraient passé également une épreuve écrite particulière. Donc, on va le voir sur l'autre diapositive suivante. Donc, les candidats qui relèvent de cette formation professionnelle, s'il n'y avait pas la crise sanitaire, il y aurait eu des épreuves de mathématiques, une épreuve de français et une épreuve orale. Aujourd'hui, eh bien, compte tenu de ça, on va simplement sélectionner les dossiers, les candidats sur dossier. Et puis, les résultats, au même titre que les bacheliers, ils sont validés par une commission d'examen des vœux, qui est une commission qui se réunit au niveau du regroupement universitaire. Alors, pour nos départements du 44 et du 85, c'est la commission qui est pilotée par l'IFSI du CHU de Nantes. C'est ma collègue qui va présider cette commission d'examen des vœux qui aura lieu cette semaine, jeudi d'ailleurs, et qui permettra en fait d'examiner l'ensemble des candidatures, que ce soit les bacheliers ou que ce soit les hors bacheliers. Si on peut passer sur le diapositive, et je vous remercie. Donc, si on a des conseils, si vous avez des conseils à donner à ces candidats qui ont le projet d'entrer en formation infirmière, c'est d'abord de préparer son dossier d'orientation. C'est-à-dire que pour le candidat, il faut qu'il obtienne le maximum d'informations sur les métiers, les secteurs d'activité, les formations. Alors, bien entendu, vous avez les sites sur lesquels ils vont pouvoir se renseigner, l'accompagnement de leurs professeurs également, et notamment la place des professeurs principaux des établissements qui vont pouvoir remplir à la fois
les notes et surtout la brique de la fiche à venir, donc pour confirmer le projet du candidat en lien avec ses résultats. Donc c'est l'échange au niveau du lycée et en dehors, de bien préparer les éléments pour s'inscrire au moment où ils vont s'inscrire sur Parcoursup, de bien suivre les différentes étapes du calendrier et bien entendu ne pas oublier de confirmer ses vœux. Et ça, les professeurs principaux, ils sont aussi attentifs à ça. Les familles, doivent être aussi attentives à ça, puisqu'il y a des messages qui sont régulièrement envoyés aux familles, aux candidats et aux établissements. Et puis, pour les jeunes, c'est aussi de s'abonner aux comptes sociaux Parcoursup pour rester informé de toute la procédure. Alors, une fois qu'on est rentré en formation, donc la formation, c'est une formation, comme la formation aide-soignante d'ailleurs, comme Joël l'a dit tout à l'heure, une formation en alternance et professionnalisante. C'est-à-dire qu'il y a autant, pour la formation infirmière, autant de théorie que de pratique. 60 semaines de stage, 60 semaines d'enseignement théorique, réparties donc sur 3 années. Et tout ça défini par des textes réglementaires. Si les candidats ont besoin de connaître les métiers, ou si vous, professionnels qui accompagnez les candidats, vous avez envie de mieux connaître les métiers, je vous ai mis sur cette diapositive différents sites, donc notamment le site du CEFIEC, qui est le Comité d'entente des formations infirmières des écoles de cadre, où vous allez pouvoir trouver notamment un film qui s'appelle Passion infirmière, qui va vous expliquer ce que c'est que le métier d'infirmière et comment en fait il est arrivé, avec la motivation aussi des candidats. Et puis un autre lien, c'est De chaque instant, c'est un film qui retrace la vie en institut de formation, la force du suivi pédagogique individuel, puisque chaque étudiant est suivi par un référent pédagogique qui va accompagner l'étudiant dans sa formation tout au long de ces 3 ans. On peut passer à la diapositive, mais je vous remercie. Ouais. Donc, la formation, comme je vous l'ai dit, la formation, elle se déroule donc sur 3 ans, 4200 heures, avec bien entendu du temps de travail personnel. Les étudiants vont acquérir 10 compétences qui doivent être maîtrisées à la fin de la formation par l'acquisition donc de savoir, de savoir-faire, de savoir-être, d'attitude et de comportement. Et puis, il y a 36 matières de formation qui sont réparties sur 59 unités d'enseignement, puisque la formation va permettre d'obtenir à la fois un diplôme d'État en soins infirmiers et puis un grade de licence, puisque cette formation, c'est une formation universitaire qui permet la délivrance du grade de licence en soins infirmiers. Donc ça également, c'est quelque chose d'important, puisque cette formation va permettre aussi d'avoir une évolution au-delà du métier, puisque les infirmiers et les infirmières vont pouvoir soit se spécialiser, devenir infirmier de bloc opératoire, infirmier anesthésiste par exemple, et puis vont pouvoir aussi puériculture, faut pas que j'ai oublié les puéricultrices, vont pouvoir également se spécialiser soit dans le métier du management, pour devenir cadre de santé, manager en service de soins, soit dans le métier de cadre pédagogique et puis venir, par exemple, dans nos instituts de formation, faire de la pédagogie et accompagner à la fois les aides-soignants, à la fois les infirmiers. Et puis, comme c'est une formation universitaire, les infirmiers vont avoir la possibilité d'évoluer dans des métiers pour obtenir un master en pratique avancée dans différents champs professionnels, que ce soit la cancérologie par exemple, que ce soit l'éducation thérapeutique, etc., etc. Vous voyez, il y a un parcours professionnel qui est également riche. Et puis pour certains, vont pouvoir s'engager dans un processus doctoral pour pouvoir devenir docteur en soins infirmiers. Ouais, ça, c'est quelque chose également d'intéressant. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit au cours de mon exposé. Donc des stages
en immersion dans la réalité professionnelle pour ces étudiants en soins infirmiers dans les différents secteurs hospitaliers, extra-hospitaliers, avec un encadrement assuré par des professionnels diplômés et puis une évaluation des compétences par les professionnels de terrain. Comme je vous l'ai dit, c'est une formation vraiment en alternance et les professionnels de terrain, les professionnels de la clinique accompagnent les étudiants également tout au long de leur parcours en les évaluant à travers un portefeuille de compétences, un portfolio, comme on l'aura d'ailleurs à nouveau pour les aides-soignants. Et ça, c'est une garantie que la visée professionnelle, elle est également certifiée par les acteurs de terrain. On peut avancer. Donc, l'équipe pédagogique en institut, donc, elle permet en fait des enseignements qui sont assurés par des intervenants vacataires en fonction de leur expertise, enrichis par un travail individuel qui est facilité par des moyens logistiques avec des espaces numériques de travail, l'accès à l'informatique, la documentation, la place des documentalistes elle est également déterminante puisque les étudiants vont s'initier à la recherche en soins infirmiers. Et puis, comme je vous l'ai dit, hein, l'ensemble des enseignements sont validés par des unités d'enseignement 59 au cours de la formation. Donc, ça veut dire qu'il y a effectivement des temps d'évaluation théorique, des temps d'évaluation pratique pour valider à la fin de la formation les 10 compétences. L'autre diapo, merci. Le suivi pédagogique, donc la place de l'accompagnement individuel des étudiants est également quelque chose d'important. C'est pour ça que je vous ai dit en introduction, le projet en amont, il est capital et le cheminement dans le projet tout au cours de la formation, il est réalisé par les formateurs et par les formateurs qui sont référents de chaque étudiant. L'aboutissement, c'est la délivrance du diplôme, la délivrance du grade. Donc je vous l'ai mis également pour les aides-soignants et je vous l'ai mis pour les infirmiers. Toujours cette attestation de formation aux gestes et soins d'urgence qui est capitale aussi pour faire face aux urgences vitales dans les secteurs hospitaliers ou dans les secteurs extra-hospitaliers. On peut avancer, voilà. Et puis, un projet, donc des formations, une information et des questions, c'est toujours ce qu'on pose également et les questions que je vais pouvoir vous poser à vous et puis tenter d'y répondre. Et puis ces principes pédagogiques, donc la notion de progression dans les apprentissages, le développement de l'acquisition des compétences en laboratoire de simulation et en stage. Et puis, le respect des règles et des valeurs professionnelles, ça c'est quelque chose qui est aussi important. Joël l'a dit tout à l'heure, le raisonnement clinique, c'est raisonner avec sa tête, c'est écouter aussi avec son cœur, et puis c'est valider en fait toutes ces compétences en ayant des enseignements et des apprentissages déterminants pour la suite. Des principes pédagogiques, donc les étudiants infirmiers et les élèves aides-soignants au cœur de leur activité d'étudiants, mais aussi au cœur de leur activité professionnelle, c'est la responsabilité, l'engagement de l'étudiant et de l'élève, le questionnement sur l'émergence et l'acquisition de compétences professionnelles par l'analyse de la pratique, donc ce qu'on appelle la posture réflexive, hein, le développement de la capacité à travailler en groupe. C'est vraiment des métiers où on ne peut pas travailler tout seul, hein, on travaille toujours dans une pluriprofessionnalité, et puis l'ouverture d'esprit et la créativité aussi qui sont au cœur de ce dispositif pédagogique. Les évaluations, donc, elles sont organisées, mais comme à l'université, par semestre, avec des évaluations théoriques, des évaluations en stage. Les UE et les compétences sont évaluées sous forme de tests de connaissances, d'oraux, de travaux écrits, de pratiques en laboratoire de simulation, et puis les 10 compétences, elles sont validées en stage. La crise sanitaire fait que on a développé sûrement des pédagogies davantage innovantes aujourd'hui et qu'au-delà de la crise sanitaire, on va conserver, et notamment tout ce qui va être enseignement à distance, hein, comme le webinaire qu'on a aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose également qu'on va pouvoir
tirer profit de cette crise sanitaire pour mettre aussi à disposition de nos étudiants. En conclusion, nos métiers de santé, donc c'est des choix à faire pour s'engager dans le domaine de la relation humaine, c'est-à-dire que on est vraiment des métiers de contact, des métiers d'écoute et des métiers de prendre soin. Et pour prendre soin des autres, il faut d'abord également avoir un équilibre personnel important, et ça c'est quelque chose d'essentiel. Si on a une problématique de santé, une problématique d'écoute, une problématique, ça va être compliqué pour la suite. Et j'ai vu la question de la personne là sur est-ce qu'on a des abandons. Oui, je vous en reparlerai tout à l'heure. Donc des exigences personnelles sur le diapositive, si vous voulez bien. Ouais. Des exigences personnelles. Il faut absolument avoir un équilibre personnel, familial et financier. Un travail régulier, anticipé. Alors, l'équilibre financier, il est aussi assuré puisque nos formations, pour les étudiants qui sont en poursuite de formation, elle est assurée par le Conseil régional des Pays de la Loire. Et puis, les gens qui ont une activité professionnelle antérieure, ce sont les opérateurs de compétences qui vont pouvoir également prendre en charge à la fois le coût pédagogique et leur verser un salaire à la fin du mois. Les étudiants perçoivent des indemnités de stage, des indemnités de déplacement, mais qui ne sont pas suffisantes en soi et qui permettent également, malgré tout, d'avoir ce complément financier. Puis le pôle emploi peut intervenir aussi pour un certain nombre d'étudiants. Le travail régulier anticipé, il est essentiel. Et ça, c'est quelque chose qui est important à bien transmettre aux candidats qui veulent s'engager dans une formation, donc je rappelle, de 3 années. Et puis, un engagement dans sa formation théorique et pratique, et puis toujours avoir ce respect de ces engagements. Et ça, c'est quelque chose d'important. En conclusion, c'est de dire, les candidats, ils s'engagent dans une formation d'une profession de santé qui va leur permettre de s'ouvrir sur de multiples secteurs d'activité auprès des personnes âgées, en secteur hospitalier, que ce soit en bloc opératoire, en réanimation, etc., en éducation pour la santé, en santé communautaire, et puis en santé mentale, etc., etc. Il est certain aujourd'hui que un étudiant qui sort de nos écoles, il a du travail. La fonction publique hospitalière, les cliniques, les EHPAD des différents territoires offrent aujourd'hui des emplois à coup sûr pour ces étudiants qui vont s'engager dans nos formations. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec beaucoup d'évolution professionnelle à la clé. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. On a quelques petites questions dans le chat. Oui. Alors, quelle est la proportion d'aides-soignants évoluant vers le métier d'infirmier? Alors, aujourd'hui, je vais vous dire, on a une capacité d'accueil de 50 étudiants dans notre école. Sur 50, on a à peu près une dizaine d'aides-soignants qui ont travaillé pendant au moins 3 ans et qui viennent compléter leur formation pour devenir infirmier, infirmière. On a une question sur le taux d'abandon en cours de formation. Quel est le taux d'abandon sur les 3 années? Alors, il faut savoir qu'avec Parcoursup, aujourd'hui, on a un peu plus d'arrêts de formation. Et la crise sanitaire n'a pas amélioré cet aspect-là. Par exemple, en 2e année, chez nous, ils sont rentrés à 50, ils sont aujourd'hui à 40. Et 40 parce que j'ai même pris une étudiante en mutation, donc autrement ici, il serait à 39 aujourd'hui. On a un peu plus effectivement d'arrêts et c'est le constat qu'on a dans les différents instituts, que ce soit de notre région ou en dehors de la région. Et des arrêts principalement tôt en première année, je dirais c'est presque tant mieux que ce soit des arrêts tôt parce que ça permet aussi aux gens de pouvoir se réorienter. On a aussi des arrêts tard, c'est-à-dire quelques arrêts de formation en 3e année, et ça c'est un petit peu plus compliqué, des étudiants qui vont arrêter parce qu'ils ont peur des responsabilités.
Et à ce moment-là, compte tenu de leur parcours, pour la majorité, ils peuvent s'orienter, se réorienter vers le métier d'aide-soignant, puisque à ce moment-là, ils vont demander l'obtention de leur diplôme d'état d'aide-soignant. Ça, c'est une possibilité. Merci beaucoup pour ces précisions. On a une dernière question. Pour les non-bacheliers, les 3 années d'activité doivent-elles avoir été réalisées dans le domaine du soin ou toutes les activités professionnelles? Ouais, toute activité professionnelle. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser? Non, visiblement, on a fait le tour. Il me reste à vous remercier pour ces présentations riches. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir animé ce webinaire.